Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Les prochains coups de raquette avec vous, Rudy, ce sera à 20h45 pour le journal permanent. De retour dans ce studio d'Europe 1 à 20h31 pour Europe 1 Soir Week-end. Nous sommes avec Manali Mirkan, experte en relations internationales et spécialiste de l'Iran. Laissez-moi vous présenter Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Et également Gilles Boutin, journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Gilles. Alors, une question, Madame Mirkan. Là, actuellement, on annonce, enfin en tout cas pas nous, mais Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, annonce en tout cas des signaux qui diraient que le guide suprême iranien serait mort. Est-ce que pour une inversion de régime, pour faire plier ce régime, ça passe uniquement par sa disparition, sa décapitation, ou un petit peu comme toutes les autres hauts grands cadres de ce régime, une tête enlevée et remplacée par une autre ? Alors évidemment, il a même anticipé en désignant son successeur, les possibilités de sa succession. En revanche, le symbolique pour la population qui doit prendre le relais est extrêmement fort après les postures qu'il a prises. Et en fait, aujourd'hui, toute la population et le pays voir Khamenei comme étant le responsable de la destruction du pays et de la situation actuelle et des attaques. Donc cette intervention justement américaine a affaibli le régime, mais pas forcément renforcé son discours occidental en Iran. Anti-occidental ou occidental ? Non, pas du tout. Vraiment, la population est dans une perspective où ils considèrent que les attaques, c'est une aide. Alors évidemment que personne ne peut se réjouir de la situation, et ce n'est pas une réjouissante pour la population de dire on doit passer par là. Mais en tout cas, après surtout le massacre qu'il y a eu en Iran, ils se sont bien rendus compte que même vous savez, les opposants à l'intérieur de l'Iran qui avaient toujours un discours plutôt réformateur, ont basculé dans un changement. On a des figures de l'opposition à l'intérieur de l'Iran qui ont demandé une intervention humanitaire américaine. Justement, le peuple iranien ne parle plus d'une opération militaire, mais plus d'une opération humanitaire. Il le voit de cet œil-là. Si vous voulez, c'est la mort de Khamenei et de tous les dignitaires d'ailleurs. Effectivement, ils peuvent les remplacer et ils ont un peu de la marge pour encore désigner, mais le symbolique de cette décapitation du régime est extrêmement fort, et ça va enlever la confiance qu'ont justement ces pro-régime dans le fait que est-ce qu'ils vont pouvoir survivre en fait à ça. Manali Mirkan, est-ce que vous avez eu des contacts aujourd'hui avec certains amis de la famille, ou peut-être des gens avec qui vous communiquez souvent, des personnes qui vivent en Iran ? Racontez-nous. Alors, depuis ce matin, effectivement, on a eu des contacts qui se sont un peu arrêtés pendant la journée parce qu'Internet a commencé à être perturbé. On a aussi des perturbations sur les réseaux satellites. Donc, le régime fait en sorte toujours une stratégie de normalisation. Il fait en sorte que la population n'ait pas conscience de l'ampleur, n'ait pas conscience des infos. Ils vont nier jusqu'au bout, je pense aussi, les décès. Le peuple de Téhéran est invité à quitter Téhéran. Ils ont reçu un SMS de la part de leur gouvernement les invitant à partir. Ce que je trouve extrêmement dangereux, cela dit, puisque si vous avez des centaines de milliers, des millions de personnes qui s'en vont, ça crée des embouteillages. Et si justement à ce moment-là il y a une frappe, est-ce que c'est pas un moyen de dire aussi, si jamais il y a de nombreux morts par effet collatéral d'une bombe, qu'on dise vous voyez, vous avez fait du mal à notre peuple. Du bouclier humain et le chaos, ça a toujours été effectivement, ils veulent provoquer, et ça on l'avait vu dans la guerre de 12 jours, ils amenaient les lanceurs de missiles se balader dans Téhéran pour que si jamais frappe il y ait des causes, des dommages citoyens. Alors est-ce que le peuple à Téhéran suit les recommandations de quitter la capitale, ou au contraire il reste chez eux ? Pour l'instant, nous n'avons pas de signaux de mouvements massifs. Les dernières vidéos qu'on avait, c'était plutôt des gens chez soi qui filmaient en fait les frappes et qui à leur réjouissance, etc. Donc nous n'avons pas ces signaux-là, mais effectivement on reste très très vigilant. L'autre chose que je voulais dire, c'est que ces attaques ont été accompagnées d'une cyberattaque assez massive. Les premiers retours qu'on avait de l'Iran, c'est que les gens recevaient des notifications, des applications de l'État qui relayaient des messages plutôt américains et israéliens en disant l'aide est là, soyez préparés, etc. Donc il y a quand même cette espèce de double message envoyé aux citoyens, et les citoyens sont en train de voir, il y a un soutien
soutien, j'allais dire, américano-israélien pour dire on est là, on vous tient informé de quand est-ce que c'est le bon moment, mais en tout cas l'aide est là. Et de l'autre côté, le régime qui fait une normalisation, tout va bien, partez en vacances, prolongez vos vacances, etc. Une question d'Eliot Maman. Oui, vous disiez à l'instant que vous aviez des contacts en Iran qui demandaient presque une intervention humanitaire de la part des Américains. Nous, en France, on a un petit biais sur le débat dans la question parce que dès que l'on parle d'éventuelle intervention militaire des Américains, on nous renvoie au bilan mitigé de l'Irak en 2003. Comment cette histoire est-elle vue en Iran? Est-ce qu'il y a les mêmes réticences? Et plus largement, comment les Iraniens appréhendent-ils le fait d'être potentiellement libérés par une armée qui n'est pas la leur directement? C'est une très bonne question. En fait, en termes de comparaison militaire, aujourd'hui, on ne peut pas comparer cette intervention à 2003. Pour la simple raison que 2003, en Irak, il y avait des troupes au sol. Et l'envergure en fait de l'intervention était tout autre. Il fallait vraiment arriver, ils voulaient changer le régime par les mains américaines et donc il fallait des troupes au sol. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on a hérité en 2003, justement, c'était l'échec de ce qui s'est passé en 98 déjà, 91. En 91 et en 98, les frappes limitées en fait des installations de Saddam Hussein n'avaient pas pour objectif de renverser le régime. Ils avaient pour objectif de fragiliser Saddam Hussein, de lui enlever ses capacités de nuisance, et ils ont laissé finalement l'État, enfin l'Irak dans un état d'entre-deux, avec un pays très fragile où Saddam Hussein est encore là. Et ça a abouti en 2003 à devoir intervenir. Et intervenir par des troupes au sol, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense que dans le symbolique de cette alliance entre la population iranienne et les forces militaires, il faut y voir comme si Trump avait compté sur la population iranienne comme les troupes au sol. Alors, à quel point ils vont pouvoir jouer ce rôle sans être complètement armés? Je pense que la préparation de la société iranienne pour renverser le régime, on est en train de le voir depuis des années. Ils n'ont pas attendu ces frappes pour se dire qu'est-ce qu'on fait. La société est vraiment mobilisée, organisée. Les jeunes, aujourd'hui, sont très, très mobilisés et à l'affût de ce qui va se passer pour agir. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end et nous sommes en compagnie de Maneli Mirkan. Elle est experte en relations internationales, spécialiste de l'Iran et fondatrice de Dorna. Je rappelle que votre organisation veut structurer une transition démocratique en Iran. Et pour cela, l'appui de la France pourrait être intéressant. Totalement. L'appui de la France et derrière la France, l'Europe, nécessaire. Moi, je pense qu'on est dans une posture en France où on a été écarté des négociations, on a été écarté des frappes, enfin d'une coalition militaire, mais ça ne veut pas dire que l'Europe et la France n'ont pas un rôle à jouer. Au contraire, moi, je pense que notre rôle en France, c'est de justement soutenir ce processus et ce mécanisme. Ce n'est pas une intervention que de dire une ingérence que de dire on soutient la transition démocratique, c'est vraiment de reconnaître. La transition passera forcément par encore plus d'opérations militaires, donc c'est peut-être un petit peu contradictoire d'un côté vouloir que tout s'arrange sans rien faire. Sans rien faire. C'est toute la contradiction qu'on voit en permanence dans les communiqués européens et c'est vrai qu'après, il y a une partie qui s'explique par les enjeux de sécurité nationale aussi. Il ne faut pas oublier ça. En revanche, c'est vrai qu'il faut clarifier cette posture. On ne peut pas vouloir résoudre la question iranienne avec toute son ampleur, avec des négociations qui étaient l'échec des Européens pendant plus de 20 ans. Si aujourd'hui le régime iranien est aussi fort dans sa capacité de nuisance, c'est en partie grâce à ces négociations qui ont duré pendant 20 ans et qui n'ont rien résolu. En fait, il n'y a que la force qui marche avec Téhéran actuellement, c'est ça? Malheureusement, quand on est face à un régime terroriste armé jusqu'aux dents et qui a eu l'argent d'un des pays les plus riches au monde pour se construire avec toutes ces positions établies dans la région, malheureusement, on ne peut pas faire autre chose que la force. Alors concrètement, juste avant d'avoir la question de Gilles Boutin, concrètement, là, on a attendu 20 ans, c'est ce que vous nous expliquez. Quel est l'intérêt pragmatique de Donald Trump? Il n'est pas là par gentillesse. C'est quoi son intérêt primaire à lui? L'intérêt primaire de Donald Trump, c'est que les États-Unis se sont positionnés comme les garants
d'un paix relative au Moyen-Orient, avec toutes leurs alliances stratégiques dans la région, et qui ne peuvent pas abandonner tous les pays autour. Aujourd'hui, il n'y a pas que Israël qui est menacé par le régime iranien. On le voit bien aujourd'hui, 6 pays de la région ont été attaqués, des pays Koweït, que le régime... Dubaï, Koweït, Dubaï, etc. L'Arabie Saoudite a annoncé qu'il entrait dans une alliance militaire avec les Américains. Donc, ça montre bien que le régime iranien, même s'il a fait jouer la carte de ces pays-là dans les négociations, et règne par la terreur et la menace d'une répercussion qui va au-delà des bases juste militaires américaines. Gilles Boutin. Oui, vous travaillez spécifiquement sur les questions de transition post-chute du régime. À supposer donc que le régime chute, comment croire que la société iranienne va se désidéologiser, que la question islamiste va disparaître? Donc ça pose la question de poche résiduelle qui entretiendrait une guerre civile pendant de longues années. Et également, comment croire aussi qu'une transition se fasse de façon apaisée, c'est-à-dire que des logiques d'épuration pourraient facilement apparaître quand vous avez vécu longtemps dans le même quartier que votre voisin, qui est lui-même votre tortionnaire parce que gardien de la Révolution. Comment se prémunir contre ce bain de sang à ces deux niveaux-là? Totalement. Alors, sur votre première question, très intéressante, l'idéologie, ça fait des années qu'elle ne tient plus en Iran. La population iranienne, contrairement à la population dans d'autres pays qui soutiennent encore ce régime, dans leur logique de l'axe de la résistance, etc., la population iranienne, ça fait longtemps, il a fait son deuil de l'idéologie islamique. Alors ça ne veut pas dire que c'est une guerre lancée contre les musulmans, ceux qui sont croyants, etc., mais dans son ensemble, la société iranienne, elle est en demande de la séparation de la religion, de la politique. Ils reconnaissent vraiment cette alliance, j'allais dire, entre la politique et la religion, donc l'islamisation de la politique, en fait, qui est à la source de tous leurs problèmes et toute la répression de ces dernières années. C'est une société très, très jeune, où la population est très éduquée, très connectée, vit au rythme de l'Occident, en fait. Et donc, c'est une société dans laquelle ça ne tient plus. On l'a déjà vu il y a 3 ans avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, l'émancipation des femmes. La société est en pleine transformation. Notre révolution à nous, de la société, est déjà passée. Donc, quelque part, aujourd'hui, le régime ne tient plus. Alors, il tenait sur 3 piliers. Il tenait sur l'idéologie, l'économie et la répression. Les 2 premières sont tombées. L'idéologie et l'économie ne tiennent plus. Manali Mirkhan, je vous propose de rester encore quelques minutes avec nous. On fait un point sur l'actu et puis juste après, vous pourrez continuer de répondre à Gilles Boutin. A tout de suite sur Europe 1.